Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au petit commerce. Le dossier du jour s'intéressera aux taxis-motos. Ils sont en effet de plus en plus nombreux dans les capitales africaines, mais peinent pourtant à s'insérer dans le secteur formel. Et au sommaire également de cette émission, deuxième année de transition en Centrafrique, l'heure d'un nouveau bilan. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza est contesté au sein même de son parti. En troisième partie économique, focus sur ces PME qui peinent à trouver des financements et sur le Nigeria qui a décidé de miser sur l'agriculture pour diversifier son économie. Ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Notre invité, écrivain, chercheur, Samuel Bajoum. Monsieur Bajoum, bienvenue. Merci, bonsoir. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Hacher. Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. 2 ans, ce mardi 24 mars, que le processus de transition est en marche en Centrafrique pour tenter de retrouver la paix et la stabilité sécuritaire. Le forum de Bangui est prévu à la fin du mois d'avril, une étape importante pour un pays qui organise ses élections présidentielles et législatives en juillet et août de cette année. Le point tout de suite avec ce sujet de Kekeli Afeto. En janvier 2014, à son arrivée à la tête de la République centrafricaine, la présidente intérimaire Catherine Samba-Panza annonce une ère nouvelle. Les chantiers sont alors nombreux et les espoirs importants, notamment sur le plan de la réconciliation d'un peuple déchiré par des années de conflits. 2 ans après le lancement du processus de transition qui a suivi la chute du président François Bozizé le 24 mars 2013, des observateurs dressent le bilan. C'est un gouvernement qui est arrivé dans des circonstances très difficiles, qui a réussi, bon gré, mal gré, à ramener progressivement la paix en Centrafrique, à ramener progressivement la sécurité, même s'il reste encore beaucoup à faire. On peut dire que, au plan économique, évidemment, là, il y a encore des soucis parce que le pays est sous embargo des armes, sous embargo du commerce du diamant à cause du processus de Kimberley. Donc tout cela ne facilite pas la tâche de ce gouvernement de transition. Afin de retrouver la paix et la sécurité, le gouvernement doit procéder au désarmement et à la réinsertion des anciens rebelles répartis sur l'ensemble du territoire national. À l'attente du forum de Bangui prévu fin avril 2015, les attentes sont nombreuses. Le processus de réconciliation va prendre du temps et c'est normal pour favoriser le nouveau vivre ensemble centrafricain et les missions de recueil de doléances qui ont été menées à travers toute la Centrafrique auprès de la population montrent quand même qu'il y a en premier lieu cette aspiration à la sécurité et à la paix et ensuite à la remise au travail, à la remise sur le rail de la Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives se tiendront en juillet et août 2015. Des scrutins qui devraient permettre de ramener la stabilité politique et sociale dans le pays. Monsieur Bajoum, des élections en juillet et en août de cette année, est-ce que le délai est tenable et est-ce que ces scrutins sont nécessaires à la résolution de la crise en Centrafrique ? Personnellement, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que la Centrafrique revient de très loin. Il y a 1 an et demi, 2 ans, personne ne donnait cher de la survie de ce pays, compte tenu des violences inouïes. Je n'ai jamais vu je n'ai jamais compris avec quelle brutalité on a plongé dans une situation comme celle qu'a connue ce pays, alors que les gens vivaient depuis des décennies entre eux, sans problème, se mariaient entre eux, partageaient tout. Et la violence a été telle que on se demande si vraiment il n'y avait pas quelqu'un caché derrière pour exciter tout cela. Parce que ça me fait toujours penser à une phrase dite par un prêtre américain au moment du génocide au Rwanda, lorsqu'il avait dit « Il n'y a plus de diables en enfer, tous les diables sont au Rwanda ». On a failli vivre la même situation en Centrafrique. Donc, pour revenir aux élections, je pense que là, le mécanisme va qu'à un cas. C'est assez difficile de mettre des choses sur pied, mais bon, avec la volonté des uns et des autres, espérons, en croisant les doigts, qu'on va peut-être y arriver.
Mais il faudrait que les acteurs politiques centrafricains y mettent vraiment du leur, hein, parce que ce n'est plus le moment de jouer à cache-cache ou bien à tergiverser, à avoir des petits calculs politiciens. Il faut que tout le monde s'y mette avec la volonté vraiment d'aller de l'avant. Oui, parce que Daouda, certains experts s'accordent à dire que la situation est plus ou moins stable aujourd'hui en Centrafrique. On sait que l'Union européenne avait pour mandat de sécuriser l'aéroport de Bangui et quelques arrondissements, la capitale, mais dans les autres régions du pays, la stabilité sécuritaire n'est pas forcément visible. Ben non, effectivement, dans les autres pays, déjà en temps normal, en temps de paix, c'est difficile de sécuriser les localités. On sait très bien qu'en Centrafrique, l'État central n'a pas forcément les moyens pour contrôler tout le territoire, même en temps normal, en temps de paix. Parce que si l'État centrafricain avait les moyens avant, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là, parce que bon, voilà, donc c'est quand même toujours plus compliqué, mais ça, c'est pas que la Centrafrique, c'est d'autres États qui sont en conflit en Afrique aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord démobiliser, désarmer et définir des politiques de réinsertion. Où en est ce processus de démobilisation et de désarmement? C'était le mandat prioritaire des missions, la mission française, la mission européenne. On a du mal à comprendre que les belligérants soient encore armés. Oui, tout à fait, on a du mal. Mais après, quand on totalise le nombre de personnes dans ces missions-là, on tourne autour de 10 000 hommes. Bon, c'est pas non plus si énorme que ça. Et puis, c'est très délicat, ce type d'opération. Il faut aller trouver les groupes qui sont armés, d'un côté comme de l'autre, les convaincre pour les désarmer. Parce que bon, là, dans la situation actuelle, il ne s'agit pas encore, il me semble, de désarmer par la force. On désarme par des politiques de négociation, etc. Parce que désarmer par la force, on n'en est pas encore là complètement. Aujourd'hui, c'est un processus de maintien de la paix. Donc, il faut convaincre, promettre, parce que les gens acceptent d'être désarmés quand ils savent que après ce conflit, il y a quelque chose sur quoi ils peuvent compter. Bon, le conflit est également lié, au-delà des tensions religieuses, etc., à la pauvreté. Donc, on en est loin de désarmer tous les groupes armés, et tant que ce désarmement n'est pas fait, il me semble même si on organise des élections, ce ne sera pas des élections apaisées. On ne peut pas faire des élections apaisées avec des gens qui circulent avec des armes un petit peu partout et un État central qui n'arrive pas à maîtriser encore tout son territoire malgré tous les efforts qui sont faits. Alors Malik, quel bilan peut-on dresser du travail effectué par les autorités de transition, mais aussi par plusieurs opérations internationales? Je pense à la mission française ou encore à la mission européenne, dont le mandat justement s'est terminé il y a quelques semaines. Pour moi, je partage l'analyse qui a été faite par notre invité Daouda. Le bilan est assez mitigé. Je pense même sur le plan sécuritaire, vous avez des exactions qui sont perpétrées par les membres des Séléka, par les anti-Balaka, que ce soit à l'ouest ou à l'est. Et il y a même des exactions intercommunautaires au sein de la capitale et aux alentours. Donc la situation est complexe. Madame Samba Panza a hérité d'une situation très difficile. Donc c'est pour tous les gouvernements qu'on hérite d'une situation qui est telle qu'on la connaît en Centrafrique, et est difficile de rétablir le calme. Et on a parlé du désarmement, c'est une mission bien difficile. Et moi, j'ai quand même une crainte, c'est que cette force militaire en présence, la MINUSCA, la force Sangari, ne soit pas assez suffisante pour apaiser les esprits. Apparemment, visiblement, le contingent de la Sangari serait ramené à 1700 alors qu'il est de 2000 hommes. Je pense que c'est une mauvaise décision qu'a prise la France, parce que la sécurité n'est pas revenue. Maintenant, le combat, c'est le combat aussi du financement, parce que vous savez que pour assurer la sécurité, il faut mettre des financements conséquents au sein de l'armée, et essayer de constituer une armée centrafricaine qui n'existe pas. Il y avait les forces armée centrafricaine qui existait avant, mais celle-ci a été mise en suspens. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème aussi d'ethnie qui est surreprésenté au sein de l'armée centrafricaine. Donc voilà, il y a tout un processus qui est difficile à mettre en place, et pour la tenue des élections, ça va être très difficile, parce qu'en juillet et août, alors que la sécurité n'est pas assurée, comment envisager des élections dans un climat de violence? Ça va être très difficile. Autre point, et j'en finirai, l'instabilité de la région a un impact négatif en Centrafrique, parce que Boko Haram, on le sait, n'est pas très loin et a même menacé la Centrafrique, les chrétiens particulièrement qui sont dans le pays. Donc c'est un problème de plus. Voilà.
Et au Burundi, un groupe de membres influents du CNDD-FDD, le parti au pouvoir dans le pays, a demandé au président burundais Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un troisième mandat, un coup dur pour celui qui compte se présenter à sa propre succession au mois de juin. Kekelia Feto. Le président burundais Pierre Nkurunziza contesté dans son propre camp. Un groupe de membres influents du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, le parti au pouvoir au Burundi, a demandé au président en exercice de ne pas briguer un troisième mandat. Ils sont au total 17 membres du parti à lui adresser la demande formulée dans une correspondance. La lettre envoyée au président par plusieurs ténors du parti, notamment le porte-parole du président et le porte-parole du parti CNDD-FDD, y compris la présidente de la Ligue des femmes du parti CNDD-FDD, témoigne bien le problème qui se passe au sein du CNDD-FDD et aussi au Burundi pour le troisième mandat qui est contraire aux accords d'Arusha et même à la Constitution. Cette initiative est le signe de dissension au sein du parti au pouvoir sur la candidature de Pierre Nkurunziza. Elle s'ajoute à celle des organisations de la société civile qui ont engagé depuis janvier une campagne contre un troisième mandat du président en exercice. C'est un signe de malaise au sein de la population burundaise. C'est aussi vraiment un appel ultime auprès du président qui pourrait dire que vraiment, si le président tient compte de tout ça, il devra renoncer. Au sein même de sa propre famille, les avis sont partagés, mais ce sont les ténors, notamment le général Adolphe Nshimirimana et le général Bunyoni, qui tiennent à ce que vraiment le président brigue un troisième mandat, surtout pour se protéger pour des crimes ou des détournements qui ont été commis. Le Burundi tiendra en mai 2015 des élections communales et législatives qui seront suivies d'une présidentielle en juin. Ces scrutins sont d'une importance capitale pour l'avenir du pays, sorti en 2006 de 13 ans de guerre civile qui ont ruiné son économie. Daouda, ça fait... Je disais donc, Daouda, ça fait beaucoup pour un seul homme. On a eu l'opposition qui était contre sa candidature, on a eu la société civile, il y a même la communauté internationale qui n'a pas caché sa réticence aujourd'hui, c'est au sein même de son parti que Pierre Nkurunziza est contesté. Oui, tout à fait, parce que Pierre Nkurunziza doit respecter la Constitution, tout simplement. Il ne peut pas se représenter si la communauté internationale, aussi bien la communauté internationale que les acteurs politiques de la scène nationale, s'inquiètent, c'est parce qu'il y a des signes quelque part. Il a quand même montré des signes ces derniers temps. Et je pense que c'est bien que, justement, au sein de son parti même, qui est une sorte de révolte pour l'instant pour dire non en fait à cette candidature parce que et je ne sais pas comment il va pouvoir s'en sortir à mon avis parce que ce soit la responsable des femmes au niveau du CNDD-FDD, son porte-parole, etc. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel membre, on parle de son porte-parole, du porte-parole du parti, c'est quand même des membres très influents. Exactement, c'est des membres très influents, celle qui dirige les femmes aussi, la Ligue des femmes, donc finalement c'est des voix qui sont autorisées. L'Église qui aussi fait partie de ce qu'on peut appeler le grand groupe des acteurs non étatiques qui regroupe à la fois les acteurs de la société civile plus l'Église dans un certain nombre de cas, comme là au Burundi. Je pense que voilà, il doit simplement respecter la Constitution et ne pas mettre son pays en péril. En tout cas, des tensions comme ça, il y a autre chose à faire, notamment les questions de développement plutôt que de s'agripper au pouvoir. Alors Malik, est-ce qu'on peut espérer que cette contestation au sein même de son parti va dissuader Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un autre mandat? On l'espère parce que le président Nkurunziza a l'air de s'entêter à vouloir briguer un troisième mandat. On a vu les différentes manifestations. Tout ce début d'année, on a vu des collectifs se former, on a vu la société civile s'activer, on a vu les collectifs contre la vie chère, mais tout ça aussi, ça voulait dire que c'était une opposition au président aussi. Donc effectivement, le président Nkurunziza n'aide pas à la pacification de son pays qui a vécu, comme le reportage l'a dit, une décennie, enfin des années terribles pendant le début des années 2000. Donc oui, là il prend un risque incroyable dans le sens plutôt négatif. Incroyable. Mais moi, ce que j'ai bien peur, qu'il veut en fait
faire passer son 3e mandat en disant voilà, la première fois j'ai été élu par le Sénat et l'Assemblée nationale et là je suis élu une 2e fois par le peuple. C'est ce qu'il sous-entend. Pour lui c'est un 2e mandat, ce n'est pas un 3e mandat. Il a du mal à l'accepter. Concernant son porte-parole qui a essayé quand même de l'alerter sur cette problématique-là, il a été démissionné. On l'a démis de ses fonctions. Donc je pense que le climat politique est en train de se tendre au Burundi et c'est un vrai problème pour la suite, notamment pour les élections présidentielles qui ont lieu dans quelques mois. Monsieur Mbajoum, certains cadres du parti ont même déclaré que l'heure était grave. Au Burundi, c'est le cas aujourd'hui ? Bien sûr. Moi, l'aveuglement de certains hommes politiques me surprend. Parce qu'après ce qui s'est passé au Burkina, je pensais que les hommes politiques devraient tirer vraiment les leçons et savoir qu'on ne peut pas tirer indéfiniment sur la corde parce qu'on risque de finir par la casser. Bon, ce pays a tellement souffert depuis l'indépendance, tellement de massacres, tellement de sacrifices de tout ordre, qu'il ne mérite pas qu'un homme politique qui a quand même dirigé le pays pendant 2 mandats prenne le risque d'exposer son pays à une nouvelle implosion. Parce que là, ça risque d'être encore plus grave. Donc je pense qu'à partir du moment où d'ailleurs des cadres, de hauts cadres du parti commencent à afficher ouvertement leur opposition, je pense que ce monsieur devrait comprendre que, pour employer un terme familier, les carottes sont cuites pour lui, à mon avis. Donc je pense qu'il devrait comprendre. Et il est encore temps pour lui de sortir par la grande porte en disant, bon voilà, écoutez, j'ai pensé que c'est parce que l'argutie juridique qu'il veut essayer d'utiliser ne tient pas. Il a effectué 2 mandats, qu'il ait été élu par le peuple ou pas. Il a effectué 2 mandats, donc il doit partir. Donc, à mon avis, il peut encore sortir par la grande porte en disant, bon, écoutez, j'ai pris acte du rejet de la non-acceptation pour éviter des problèmes à notre pays. Bon, je veux la paix, je ne me représente pas. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.